L'armée russe, qu'on présentait comme la deuxième plus puissante au monde, et pourtant elle est enlisée en Ukraine. Comment est-ce possible? C'est le grand paradoxe qui intrigue tous les experts militaires, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. 1%. C'est à peine croyable, mais c'est la portion du territoire ukrainien que la Russie a réussi à conquérir en plus d'un an de combats absolument acharnés. Tout ça en sacrifiant des dizaines de milliers de soldats. Alors, comment on explique un résultat aussi dérisoire? Pourquoi cette stagnation? Pour y voir plus clair, on va explorer ça en 6 points. D'abord, on va regarder l'impasse surprenante sur le front. Ensuite, le choc entre deux stratégies militaires totalement différentes. Puis, on parlera de l'avantage décisif des drones ukrainiens, des pressions qui montent en Russie, de la guerre économique, et enfin, on se posera la question, quelle est la finalité de tout ça? Allez, on commence par la situation sur le terrain. Au début, tout le monde, ou presque, prévoyait une guerre éclair, une victoire russe en quelques jours à peine. Mais la réalité a très vite démenti toutes ces attentes. Le coût humain est juste immense, surtout pour la Russie, où on estime que des milliers de soldats meurent chaque mois. Et malgré ça, les lignes de front, elles ne bougent quasiment pas. Le conflit est comme gelé. Il s'est transformé en une guerre d'usure longue et pénible, où chaque camp essaie simplement d'épuiser l'autre. Et ça nous amène à un point crucial, la comparaison entre les deux armées. Parce qu'on a affaire à deux philosophies militaires, deux structures de commandement qui sont aux antipodes l'une de l'autre. C'est vraiment un choc des doctrines. D'un côté, on a une armée russe hyper rigide qui applique des tactiques qui datent du siècle dernier, en gros en envoyant des vagues humaines à l'assaut, et de l'autre, une armée ukrainienne beaucoup plus agile, où les commandants sur le terrain ont l'autonomie pour prendre des décisions rapides, pour innover, sans devoir attendre le feu vert de Kiev. Cette citation de la journaliste Marie Gégode, elle est terrible, mais elle illustre parfaitement la brutalité de cette stratégie russe. Le mot adkonaraz, ça vient du russe, et ça signifie « à usage unique ». Vous imaginez, des unités entières qui sont considérées comme jetables. On forme des groupes de soldats en sachant pertinemment qu'on les envoie à une mort quasi certaine, avec le mince espoir qu'une petite minorité atteigne l'objectif. Mais la différence, elle n'est pas seulement tactique, il y a aussi une véritable asymétrie technologique. Et sur ce terrain-là, l'Ukraine a pris un avantage décisif. C'est la guerre des drones. L'Ukraine est devenue une sorte de laboratoire à ciel ouvert de la guerre du futur. Elle produit 1500 drones intercepteurs par jour, elle a mis en échec la marine russe avec ses drones maritimes, et elle utilise même l'intelligence artificielle pour qu'un seul opérateur puisse coordonner des essaims de 20 ou 30 drones. Le résultat, en mars, pour la première fois, l'Ukraine a mené plus de frappes en profondeur en Russie que l'inverse. Et pour bien comprendre à quel point c'est efficace, il y a cette anecdote qui vient d'un exercice de l'OTAN. Elle est assez révélatrice. L'efficacité des Ukrainiens avec les drones est tellement redoutable que maintenant, ce sont eux qui forment leurs propres alliés à cette nouvelle forme de guerre. Bon, maintenant, quittons un peu le champ de bataille pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Parce que sur le front intérieur, les tensions sociales et politiques liées à la guerre ne font que grandir. Au début du conflit, il faut bien le dire, beaucoup de Russes vivaient dans une sorte de déni collectif. L'opération spéciale paraissait lointaine. Mais petit à petit, avec l'impact des sanctions sur les prix, avec des mesures comme les coupures d'Internet mobile dans les grandes villes, eh bien la réalité de la guerre s'est immiscée dans le quotidien. Et ce déni est devenu impossible à tenir. Forcément, ce coût humain faramineux commence à créer de vrais problèmes de recrutement. Le Kremlin se retrouve contraint d'utiliser des méthodes de plus en plus coercitives, comme par exemple obliger les universités à fournir un certain quota de leurs étudiants pour l'effort de guerre. Et on en vient au nerf de la guerre, l'économie. C'est un autre champ de bataille, peut-être le plus important, et tout tourne autour des revenus de l'énergie pour la Russie. Alors à première vue, on pourrait se dire que l'économie russe tient le choc. En mars, par exemple, grâce à la hausse des prix, les revenus du pétrole ont quasiment doublé. Cet argent finance directement l'effort de guerre. Mais ce chiffre, il cache une réalité beaucoup plus compliquée. Parce que malgré cette hausse des revenus, la Russie fait face à un déficit budgétaire annuel absolument massif, estimé entre 50 et 70 milliards de dollars. En clair, l'économie russe dépense beaucoup plus qu'elle ne gagne. Et ça, à long terme, ce n'est tout simplement pas tenable. Et de cette vulnérabilité, l'Ukraine en est parfaitement consciente. Du coup, sa stratégie est limpide, frapper la machine de guerre russe au portefeuille. En ciblant les terminaux pétroliers, elle cherche à paralyser la principale source de revenus de l'État russe. C'est aussi simple que ça. Alors, avec tout ça, où va-t-on? Tentons de résumer un peu les dynamiques clés de ce conflit dont l'avenir est plus qu'incertain. On est en plein dans la définition d'une guerre d'usure. C'est exactement ça. La victoire, elle ne se jouera pas sur des grandes manœuvres spectaculaires, mais sur la capacité à tenir plus longtemps que l'autre,
à épuiser ses ressources, sa volonté et bien sûr ses soldats. Donc voilà les forces en présence. D'un côté, on a l'agilité, l'innovation et la détermination incroyable d'une nation qui se bat pour sa survie. Et de l'autre, on a la rigidité d'un régime avec des ressources colossales, c'est vrai, mais qui est miné par une immense force d'inertie et des pressions internes qui ne cessent de monter. Et tout ça nous laisse avec la question qui résume finalement toute la tension de ce conflit. Dans une guerre d'usure, une guerre longue, est-ce que c'est l'agilité qui l'emporte ou est-ce que c'est la masse et l'inertie? L'issue est encore loin, très loin d'être écrite.